In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un personnage extrêmement important dans l'histoire du cinéma. On va parler un peu de littérature, mais surtout cinéma, adaptation cinématographique. Et pourquoi? Parce qu'il y a un livre qui sort chez nos amis des éditions Leitmotiv. D'ailleurs, je remercie Jean-François Jeunet pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Le livre, le voici. Et vous avez reconnu le personnage, le cinéma de Frankenstein, la créature et son créateur à travers les âges et les films. Et ce livre est écrit par Jean-Pierre Andrevon, qui a accepté de venir pour nous en parler une trentaine de minutes, histoire de. Voilà, en tout cas, je suis très content qu'il soit là et j'espère que vous allez bien en tout cas. Ben, pour le moment, ça va, oui, oui. On verra encore de route. On verra encore de route. Je vais quand même rappeler, hein, que vous êtes, parce que vous avez portez pas mal de casquettes. Vous êtes, outre votre activité d'auteur de fiction, vous êtes aussi un cinéphile confirmé. Vous êtes animateur d'un ciné-club à Grenoble durant vos années étudiantes. Vous êtes membre fondateur de la Cinémathèque de la ville, dont vous êtes toujours un des responsables. Et vous êtes critique surtout dans différents magazines, dont l'important, le fondamental Écran Fantastique depuis sa création. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma, dont en 2013 chez Rouge Profond, nos amis de Rouge Profond, 100 ans et plus de cinéma fantastique et de science-fiction. Et je vois que Frankenstein est votre personnage préféré. Donc, ma première question, est-ce que c'est votre préféré et donc, en quelque sorte, ça fait partie un peu de ce qu'on appelle les images marquantes au niveau du cinéma. Dans l'enfance, il y a toujours Oui, des images marquantes. Est-ce que ça en fait partie, celui-là? ça fait partie des images marquantes à cause effectivement du tout premier film de James Whale en 1931, Frankenstein, grâce à Boris Karloff et son maquillage tout à fait extraordinaire, donc qui reste dans les mémoires, qui reste dans l'œil. Et puis, bon, et puis c'est un personnage quand même emblématique de la science-fiction. Je précise bien de la science-fiction pour moi et pas du fantastique, parce que le roman initial, hein, de Mary Shelley, dont il faudra parler un petit peu quand même, puisque tout ce qui procède du cinéma qui vient après vient quand même de ce roman fondateur pour moi. Donc voilà, c'est un personnage dont on peut pas échapper, hein, il est là, il fait partie et de l'histoire de la littérature de science-fiction, puis de l'histoire du cinéma. Donc voilà, personne n'ignore qui est Frankenstein, sauf que, et là on pourra peut-être en reparler, quand on dit Frankenstein, en général, les amateurs, au sens large du terme, pensent au monstre, alors qu'évidemment, Victor Frankenstein, c'est le créateur et non pas la créature, quoi. Voilà, bon, ce qu'on peut dire comme introduction, si vous voulez. Bon, on va continuer cette introduction, on va dire ça comme ça. C'est très étonnant quand vous dites science-fiction. Pourquoi vous insistez sur le terme de science-fiction, vu que très souvent, quand on parle du roman de Mary Shelley, on lui associe le terme de fantastique, voire même horrifique. Oui, bah, c'est un tort, à moins de considérer que la science-fiction est un département du fantastique au sens large, mais un département qui se fonde effectivement sur la science. Sinon, on n'appellerait pas ça science-fiction, même s'il y a d'autres termes, prospective fiction, tout ce qu'on voudra. Donc, le roman de Mary Shelley, et là, je tiens quand même à y revenir, c'est pas que j'écarte les films, bien entendu, mais c'est le roman fondateur de la science-fiction pour moi, parce que, rappelons-le, il a été écrit en 1816, ce qui fait quand même un certain nombre d'années, 200 largement, et c'était le premier roman sur la créature d'un être humain ou pseudo-humain, mais qui est le fait de la science et qui est le fait de l'électricité balbutiante, qui a surtout été réutilisée par les films après. Et au lieu que ça soit une créature d'un dieu ou d'un quelconque dieu ou de quelconque magie, c'est Mmh. vraiment le roman où la création d'un être humain euh, découle de la science. Donc pour moi, c'est vraiment et de la science-fiction et, ce qui est quand même intéressant pour moi, le roman de Marie Shelley, c'est le premier vrai roman de science-fiction de toute l'histoire de la science-fiction, hein. C'est pas Jules Verne ou Wells, il faut remonter quand même plus de 50 ans en arrière, et c'est donc ce roman de Marie Shelley, Frankenstein, ou le Prométhée moderne, comme on sait.
Alors, je me permets de vous poser aussi cette question, vu que vous en parlez dès le début dans votre livre, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas forcément dans quelles circonstances Marie Shelley a inventé ce personnage et a écrit ce livre. Ça serait intéressant peut-être de revenir là-dessus. Oui, ben, c'est intéressant parce que Marie Shelley, c'était une toute jeune fille. À l'époque, elle avait 18 ans, si je me souviens bien. C'était la maîtresse de Percy Shelley, grand poète romantique qui épousera par la suite. Et puis, Marie Shelley, donc fille d'une famille assez traditionnelle, assez bourgeoise de l'Angleterre, là, du début du 19e siècle. Elle est partie avec Percy Shelley au bord du lac Léman, en Suisse, hein, avec Lord Byron, qui était aussi un grand poète de l'époque, bien sûr, et puis un médecin qui s'appelle James Polidori. Donc, ils sont partis à 4, ils ont loué une petite maison, la villa Diodati, puisque on va l'appeler par son nom, tout à fait au bord du lac Léman. Et puis, un soir d'orage, comme ça, ils étaient là, tous les 4 dans la maison, et puis je ne sais pas qui a eu l'idée, peu importe d'ailleurs, peut-être c'est Shelley lui-même, qui a dit, bon, on s'ennuie, on ne peut pas sortir, il y a de l'orage, il y a des éclairs, tout ça, on va s'amuser à écrire un roman fantastique qui sera inspiré, si on veut, par les conditions météorologiques. Et tous les 4, ils se sont mis à écrire. Bon, les 2 poètes, Shelley et Byron, les romans fantastiques, c'était quand même pas leur truc, ils ont abandonné. Polidori, le médecin, a écrit une histoire de vampire qui sera publiée d'ailleurs par la suite. Et Marie Shelley a été la seule des 4, de la bande des 4, si je puis dire, à commencer à écrire un vrai roman qui sera Frankenstein. Je ne sais pas, effectivement, l'idée de base, évidemment, il faudra lui demander, mais c'est un peu tard quand même, quelle a été l'idée de base, mais elle a écrit ce roman. Et puis, outre, après cette fameuse soirée là, de la Villa Diodati, elle a continué à l'écrire, puisque le total, c'est un gros roman qui fait plus de 300 pages, je crois bien, et qui sera publié plus tard, 2 années plus tard, en 1818. Mais c'est important de le dire, Mhm. nom de Percy Shelley, parce qu'à l'époque, écrire des romans, des romans écrits et publiés par des femmes, c'était inhabituel, sinon mal vu, surtout un roman fantastique de ce genre. Donc, le roman a été publié sous le nom de Percy Shelley. Puis ensuite, il a été réédité 50 années, 5 années plus tard, alors là, publié sous son nom, effectivement. Donc, le premier roman de science-fiction de l'univers est dû à une femme, ce qui est quand même assez important de le souligner. Voilà. En gros, l'histoire, hein, mais j'y étais Alors, pas même. Hein. page 132 dans votre livre, vous évoquez un moment j'allais vous poser la question, mais si j'ai bien lu, bon, vous expliquez un peu ce que c'est que Gothic, le film de Ken Russell en 86 qui raconte ça à la Ken Russell, il ne faut pas oublier ça aussi et mais ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez parce que si j'ai bien lu, je ne sais pas trop, ce que vous en pensez vraiment de ce film. Si vous dites à un moment quelque chose du genre comme quoi c'est un style à la Ken Russell, qui veut dire bon, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Vous en pensez quoi de cette adaptation-là? Enfin de ce film-là qui reprend la genèse? Oui, ben, écoutez, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le seul qui a repris la Genèse, il y en a plusieurs en fait, hein, Mmh. qui sont venus beaucoup plus tard dans les années 2000 et plus encore 2010, alors qu'avant, c'était simplement l'histoire de la création du monstre, l'accent étant mis plus particulièrement, effectivement, sur le monstre. Alors, est-ce qu'on peut, je ne sais pas ce qu'on peut dire exactement. En fait, chaque réalisateur, chaque producteur, chaque film reflète la vision effectivement du réalisateur qui a fait le film avec son imaginaire, son esthétique, ce qui est le cas de Ken Russell, qui est un metteur en scène assez, je ne sais pas comment dire, exalté, si on veut, qui joue sur les images, qui joue sur le rythme, voilà quoi. Mais pour moi, c'est pas le film à mettre en exemple ou le mettre comme ça, ou le mettre sur un piédestal. C'est un des 200, 300, 400 films qui ont été faits. Donc, on pourrait, on n'aura pas le temps, bien entendu, puis la mémoire n'est pas là non plus, parler de chacun des films qui chacun reflète effectivement et la vision d'un réalisateur, puis la vision d'une époque dans laquelle le film a été réalisé, forcément, Mmh. dans le fantastique en noir et blanc des années 30 avec le film de Wells
dont il faudra reparler plus abondamment. Puis après, la couleur qui viendra et puis les différentes interprétations. Voilà, ça fait partie de toute une lignée de ces films où Frankenstein, encore une fois, le créateur et pas la créature, tient le haut du pavé, quoi, voilà. Quand on a un personnage comme, Frankenstein et qui plus est un personnage important, dans notre rapport aussi au cinéma, voire au cinéma de genre, c'est comme ça parfois qu'on dit, même si Bien ça sûr, peut être pas forcément. Comment on fait pour s'approprier ce personnage et pour en faire ensuite un livre? Comment on l'approche? Comment vous avez construit ce livre? Comment l'architecture du livre, comment vous l'avez pensé? bah, l'architecture du livre, c'est les films que j'ai vus déjà, hein, parce que je parle, je sais pas, peut-être de 150 films, je les ai pas comptés, il suffirait de se reporter à la filmographie. Je tiens à dire que comme j'ai un certain âge, ou un âge certain, comme on voudra, je les ai vus tous ces films, hein, pas forcément à l'époque, bien entendu, où ils ont été diffusés, mais ensuite dans les ciné-clubs, à la cinémathèque, à la télévision. Donc, à 90 ou 95%, il y a quelques cas particuliers, c'est tous des films que j'ai vus, que j'ai aimés ou moins aimés, mais c'était attaché à ce personnage qui, pour moi, effectivement, comme je viens de le dire, représentait la science-fiction à partir du roman de Mary Shelley, où elle n'a pas tout inventé parce elle s'est inspirée de certaines recherches scientifiques qui avaient déjà lieu à l'époque, non pas pour créer un être vivant, mais pour influer sur la biologie, voilà, par des moyens scientifiques, quoi. Donc voilà, ce personnage m'a accompagné comme tant d'autres qui sont venus avant ou après ou en même temps, ou comme Dracula ou comme le loup-garou. Bon, alors là, on retombe ou on se décale nettement vers le fantastique parce que c'est pas des personnages qui ont une base scientifique réelle. Et puis après, il y en a eu d'autres, hein, je veux dire, je sais pas, Terminator, par exemple, c'est aussi un personnage qui fait partie, même s'il est beaucoup plus récent, de l'imaginaire de tous les fantasticophiles, tous les cinéphiles qui aiment le fantastique, quoi, voilà. Donc, c'est pas, je ne mets pas Frankenstein peut-être au sommet de la pile. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un sommet? Moi, j'en sais rien. Il y a plutôt une longue ligne comme ça. Mais qui m'a accompagné, en tout cas, comme spectateur déjà tout jeune, hein, Mmh. adolescent en tout cas. Et puis après, quand j'ai commencé à faire de la critique cinématographique, d'abord dans fiction, hein, qui est un médium très, très important pour moi, qui a été la grande revue de science-fiction entre les années 50 et 90, puis après, ou en même temps, dans les grands fantastiques. Donc voilà, ça fait partie de ce qu'un critique, mettons des guillemets, si on veut, ou un historien des cinémas fantastiques ne peut pas ignorer, quoi. Voilà, on peut dire ça. À partir de quand le cinéma commence à s'intéresser à la figure de Frankenstein? Bah, le premier film, tel que je le note Mmh. dans mon bouquin, il date de 1910, hein. Je ne sais plus le nom, je vais le regarder. C'est un nommé J.S. Dowley, un Britannique, je crois. Et puis après, il y en a eu quelques-uns, mais très peu, en fait. Et puis le grand coup de marteau, si on peut dire, sur le droit des spectateurs, dans l'œil des spectateurs, c'est en 1931, avec le film de James Whale, qui a marqué les esprits et surtout qui a instauré cette espèce de confusion, effectivement, entre le créateur et la créature, grâce à la prestation de ce qui était alors un jeune acteur, pas très connu, hein, qui avait fait des dizaines et des dizaines de films dans des petits rôles comme ça. Il faisait des trappeurs, des cow-boys, tout ça. Boris Karloff, qui avait, je crois, 40 ans ou 43 ans à l'époque. Dites 44 ans, je crois dans le livre. Dites 4 ans, 44 ans. Mmh. d'accord. J'ai pas tous les chiffres dans la tête. Vous inquiétez pas, j'ai lu le livre, donc je suis là de temps en temps pour, C'est pas important. Mais avec ça, c'était ce physique magnifique, comme ça, cette tête carrée, la balafre sur le front, les clous dans le ouais, cou, ouais. a marqué effectivement tous les spectateurs, surtout que Karloff a repris 2 fois, hein, Oui. le personnage, 5 ans après, toujours devant la caméra de James Whale avec la fiancée de Frankenstein. Et puis, je ne sais pas, il y en a eu un troisième, je ne sais pas le titre, mais vous allez me le dire parce que vous avez le livre devant les yeux, qui a été réalisé par un autre réalisateur,
voilà, en Oui, 1930. oui, Et j'ai ces voulu. 3 films, entre 31 et 39, avec Boris Karloff dans le rôle, avec ce splendide noir et blanc de l'époque, ben, bon, ça a marqué, ça a marqué l'esprit des spectateurs, même ceux qui évidemment étaient n'étaient pas nés à l'époque, mais qui ont revu le film après, puisqu'il repasse constamment à la télé ou maintenant dans diverses chaînes ou à la cinémathèque ou enfin bref, je suis incapable de dire quand sous quel médium je l'ai vu. Est-ce que c'est à la télé ou est-ce que c'est dans une séance de la cinémathèque? Je ne sais pas. Mais voilà quoi, ça a marqué de manière évidemment fausse. D'ailleurs, on peut faire le lien, et puisque c'est quasiment la même année, avec les premiers Tarzan, avec Johnny Weissmuller, qui créait aussi un personnage de Tarzan qui n'était pas du tout le personnage créé par Edgar Rice Burroughs, qui avait alors anglais, effectivement. Voilà. Donc le cinéma est une machine à trahir, mais ce qu'il faut, c'est bien trahir, quoi, peu importe qu'on trahit, pourvu que ça soit bien fait. Hein. Dumas a dit quelque chose là-dessus. Voilà. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que, comment se démarquent les deux films de James Whale, c'est-à-dire le Frankenstein et la fiancée de Frankenstein, Ouais. quand on prend les adaptations les plus intéressantes cinématographiquement depuis 1932 jusqu'à 2024, comment la vision de James Whale se démarque selon vous? Bah, elle se démarque d'une part parce que, encore une fois, je ne cesse de le répéter depuis le début de notre entretien, l'accent est mis sur le monstre grâce à cette interprétation fantastique de Karloff, mais qui doit beaucoup effectivement au maquillage, bien entendu, et qui après est resté pendant, oh, mettons une dizaine, une quinzaine d'années, parce qu'il y a eu d'autres films où c'était plus Karloff qui interprétait le monstre. Il y avait eu Glenn Strange ou d'autres comme ça, d'autres acteurs qui reprenaient effectivement son physique, donc son maquillage. Et c'était toujours effectivement la créature qui avait le dessus, qui était au premier plan, quoi, plutôt que son créateur. Et puis ce qui a changé, et là on repasse des États-Unis à l'Angleterre, c'est les films de Terence Fisher, bien entendu, hein, qui a recréé et l'histoire et le personnage en 1957, avec le titre français, c'est Frankenstein s'est échappé, ce qui est un peu idiot d'ailleurs. Avec la Hammer. Avec la Hammer, bien sûr, et puis avec évidemment Christopher Lee dans le rôle et Peter Cushing dans le rôle de Frankenstein, ce qui est intéressant parce que dans tous les autres films euh, de Terence Fisher, il y en a eu 5 hein, sur le sujet, c'est toujours Peter Cushing qui a repris le personnage du docteur Frankenstein en le transformant lui-même par rapport à ce qu'il était chez James Whale, de manière assez étrange d'ailleurs, il faut dire, et assez caractéristique, quoi. C'est Mais pourquoi? Frankenstein qui s'est échappé pour le titre de Terence Fisher. Frankenstein qui s'est échappé, je crois, en 57. Oui, Je crois que c'est celui-ci, ouais, c'est oui, Frankenstein. oui, bah oui, là effectivement, l'accent est vraiment mis sur le docteur parce que le monstre lui-même ou la créature, plutôt que le monstre, il apparaît très tard dans le film. Hein. Il apparaît comme une momie couverte de bandelettes, comme ça, et puis les bandelettes se déroulent autour de son visage. On voit apparaître le visage couturé de Christopher Lee, qui a un maquillage très très différent de ce qu'était Karloff à l'époque. Et puis bon, alors effectivement, il s'échappe, c'est peut-être là où ce qui justifie le titre français. Il s'échappe, on le rattrape, on tue, puis il revient dans le deuxième film, etc., dans une longue série. Alors pourquoi effectivement le Hammer Film et ses producteurs ont décidé de réutiliser ou de refaire revenir ou de ressusciter Frankenstein après une période où les films s'étaient fait beaucoup plus rares, sinon tomber dans la série B hein, avec des films assez mauvais, il faut bien dire ce qui est. Ben, j'en sais rien, je veux dire, c'est une idée comme ça. La Hammer avait effectivement dans son projet général, générique, de ressusciter tous les monstres de la Warner des années 30, hein, non seulement Frankenstein, mais Dracula, bien entendu, qui a suivi immédiatement, toujours sous la caméra de Terence Fisher, et puis le loup-garou, et puis d'autres, et puis la femme serpent, tout ce qu'on veut. Donc voilà, il y a eu cette période qui est extrêmement riche et qui est très caractéristique aussi, une période qui a duré quand même assez longtemps, hein, pas loin de 20 ans, avant que la mer s'effondre à la fin des années 70.
où il y a eu tous ces monstres qui sont apparus avec une esthétique différente, dont effectivement la couleur, et puis tout le marteau, si on peut dire, de la peur, avec ses décorateurs, ses musiciens, voilà, ses maquilleurs et ses costumiers. Il y avait tout un ensemble comme ça, qu'on retrouve d'ailleurs de film en film. C'est souvent le même décor qui sert et pour Dracula, et pour Frankenstein, et pour d'autres. Donc ça a été après les 3 films inaugurés ou inaugural, je bafouille, de James Whale avec Carlos, ça a été la seconde, pour moi, grande période de la résurrection de Frankenstein, d'où sont issus pratiquement tous les films jusqu'en 2024, puisqu'on est en 2024, que, plus que la méthode, plus que l'esthétique de James Whale. Mais la couleur qu'utilise Terence Fincher pour, dans ces films-là, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte plus de choses, plus d'aspects horrifiques au personnage que James Whale avec Boris Karloff, ou c'est différent? Bah, c'est différent parce que je veux dire, la couleur a pris le dessus dans n'importe quel film. On peut parler du western, on peut parler des films de pirates, on peut parler de ce qu'on veut, de tout ce qu'on veut. Le cinéma a mis un certain temps, effectivement, parce que la couleur, elle est apparue très tôt, hein, en 1927, si je me souviens bien, en même temps que le parlant. Mais il y avait très peu de films en couleur, et c'est effectivement après la guerre, disons à partir de 44, 45, 46, où la couleur est apparue massivement, aussi bien dans les films américains que dans les films britanniques, tous les films anglo-saxons. Et je ne pense pas qu'il y ait une différence fondamentale, à part cette différence esthétique qui fait que pour le spectateur moyen, il dit mais moi je vois en couleur, donc je ne vois pas pourquoi je regarde un film en noir et blanc, quoi. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue souvent, quoi. Moi je vois en couleur, donc les films en noir et blanc m'intéressent plus. Et donc la production a bien compris ça et s'est mis à faire des films en couleur. L'esthétique, est-ce qu'elle est différente? Moi, je trouve que les 2 films de James Whale, plus le troisième, là, Le Fils de Frankenstein, toujours avec Carlos, sont beaucoup plus effrayants et on les ressent de manière beaucoup plus intense que les films en couleur qui viendront, ce qui n'est pas rabaisser effectivement Terence Fisher, qui est un metteur en scène quand même exceptionnel, quoi. Il n'y a qu'à voir toute son œuvre, tout ce qu'il a fait avec tous les personnages qu'il a pris dans le fantastique. Frankenstein étant le principal, mais Dracula aussi, quand même, il y en a autant. A occupé le terrain pendant une bonne quinzaine d'années, avec encore une fois cette esthétique typique de la Hammer, hein, de très beaux décors qui restituaient plus ou moins le début ou le milieu du 19e siècle, quoi, voilà. C'était une question d'esthétique et puis aussi une question de point de vue, puisque je parlais de sa manière de Terence Fisher, mais quand on parle de Terence Fisher, il faut y inclure tous ses scénaristes, hein, bien sûr, parce que lui n'était que réalisateur, même s'il mettait sa marque avec ce personnage. Alors, est-ce que c'était une critique déjà? C'est une idée que j'ai eue, mais sans en avoir la preuve, et je fais peut-être une fausse route, une espèce de critique déjà de la science qui allait trop loin, quoi, en fait, créer un personnage, mais pourquoi? Et le personnage du docteur Frankenstein, chez Terence Fisher, interprété donc par Peter Cushing, c'est un salaud, quoi, je veux dire. Dès le premier film, il viole son assistante et après, bon, il veut créer une femme comme ça. On ne sait pas trop pourquoi, ou peut-être que si, pour l'utiliser. Il a créé un docteur comme ça, très sombre, que Peter Cushing interprète magnifiquement, mais à la limite perverse, quoi. Alors, pourquoi il a fait ça? Pourquoi ces scénaristes l'ont poussé dans cette direction? J'en sais rien, sauf que peut-être il y a, malgré tout, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, pour donner une dimension critique aux dérives de la science et de la technologie. Mais ça, c'est une interprétation toute personnelle. Je ne sais pas si des fils ou critiques auraient la même. Enfin bon. Alors, un peu, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que vous vous permettez de proposer des parenthèses, que cela soit dans les genres qui ont sollicité
le personnage de Frankenstein, je pense aux westerns ou films érotiques pour le coup, voire même des géographies, comme le Japon par exemple, qui s'en est emparé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu de cela avant qu'on parle ensuite des années 80 et surtout des années 90 que vous appelez la résurrection? Bah, je veux dire, le personnage est tellement fort et a intéressé tellement que tous les pays du monde s'y sont mis, quoi, hein. Il y a effectivement des Frankenstein japonais, il y a des Frankenstein, dans certains pays d'Amérique du Sud qui a été pendant assez longtemps ou en tout cas dans les années 60-70, encore un autre terrain où tous les personnages du fantastique étaient utilisés, outre les catcheurs comme ça, avec leur cape. Il y a de Dracula, par exemple, les loups-garous qui ont été beaucoup utilisés. Alors, chaque pays, effectivement, prend le personnage et le modèle suivant sa culture, hein, suivant son histoire, etc. C'est ce on peut dire notamment pour le Japon, où effectivement c'était un pays des reigas, c'est-à-dire des monstres comme ça. Mmh. Et Frankenstein était particulièrement apte à devenir japonais, mais là, ils en ont fait des géants, par exemple, avec je ne sais plus le titre du film, La bataille des géants, qui est en français, je ne sais plus c'est le titre exact. Voilà, bon, moi, je peux pas dire autre chose que chacun prend le personnage et l'histoire, puis il en fait ce qu'il en veut, suivant l'époque, d'une part, suivant les techniques, encore que c'est pas très important, et suivant l'idéologie et suivant la culture propre du pays, quoi. Bon, je suis pas un spécialiste ni du cinéma japonais, ni du cinéma sud-américain, donc je peux guère en dire plus, mais voilà, quoi. C'est, encore une fois, c'est le côté mondial et mondialiste du personnage qui fait qu'il a été adapté partout. Je sais pas s'il y a des Frankenstein russes, moi, j'en ai pas trouvé, hein. C'est pas impossible, mais je sais pas. Ça, j'en sais rien, j'avoue. Il y a des Frankenstein égyptiens même. Ah oui, oui, bien, ah oui, bah, l'Égypte aussi est un pays qui aime bien le fantastique. C'est le pays des djinns, hein, le pays des momies qui ressuscitent. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Oui. Mais là, c'est toujours la même chose, quoi. Le monstre humain ou humanoïde ou transhumain in- interroge et beaucoup plus que les monstres géants comme Godzilla, mettons, hein, dont on imagine, dont on doute de la réalité, mais les monstres qui sont des humains légèrement transformés et qui par essence ou par astuce ou par, je sais pas, par volonté, sont forcément méchants, et ben voilà, ça impressionne beaucoup plus, quoi, il y a pas de doute. Comment vous pouvez expliquer, comme vous le dites dans votre livre, qu'à partir des années 90, il y a ce qu'on appelle une résurrection concernant ce personnage qu'on le convoque de plus en plus? Ben, est-ce que c'est qu'on commençait à parler du transhumanisme, c'est-à-dire où la transformation de l'être humain, ou l'amélioration, avec tous les guillemets qu'on veut, de l'être humain, commençait à se faire jour, hein, voilà. Donc le personnage était parfait, pour illustrer ces transformations, ces modifications, ces recréations, de l'être humain. Et alors bon, les films de la Hammer étaient là effectivement pour faire peur. Et puis après il y a eu puisqu'il y a un Well, puis la Hammer, puis la troisième partie, heu c'était quand même, le Frankenstein de Kenneth Branagh, hein, qui est en Mmh. 1994. Et je crois que ce que vous dites là, la résurrection, je note peut-être dans mon livre, je ne sais pas si je dis ça, mais vient de là, parce que Kenneth Branagh a été le premier à vraiment, pour son film, à traduire chapitre après chapitre le roman de Mary Shelley. Donc le titre de son film en anglais, c'est effectivement Mary Shelley's Frankenstein. Donc, Frankenstein, il oui. rend ce que n'avaient pas fait la plupart ou tous les metteurs en scène ou toutes les productions précédentes, où on oubliait un petit peu d'où venait le personnage, quel était l'auteur, hein, cette femme extraordinaire pour moi. Donc, en 94, il a remis en selle, si je peux dire, Mary Shelley en intégrant son nom
au titre du film, et c'est très caractéristique puisque là encore, il est revenu sur le créateur, le docteur Frankenstein, très différent effectivement, par exemple, et ceux de James Whale, où il a finalement assez peu d'importance, et ceux de Terence Fisher, en interprétant lui-même le rôle et en faisant un docteur Frankenstein tout jeune, quoi. Donc c'était bien caractéristique de cette résurrection où on commençait à parler du transhumanisme et où il fallait que le créateur, ça ne soit pas un vieux birbe dans son laboratoire, mais un jeune qui pourrait être issu aujourd'hui de la Silicon Valley, si on veut, quoi. Voilà. D'ailleurs, pour le film de Branagh, vous dites, je vous cite, hein, que c'est certainement la plus riche et la plus somptueuse de toutes les adaptations. Peut-être que j'exagère un peu, il y en a eu des très bonnes, hein, il y en a eu des très bonnes. Bon, il y a eu je sais pas moi, il y a eu un Frankenstein de Bernard Rose que je cite, qui est très bien aussi. Il y a un Docteur Frankenstein de Paul McGuigan, mais tout ça, c'est des années 2010 et en 2015, ces 2 films. Mais je crois enfin, j'en sais rien. Il n'y aurait pas eu le Kenneth Branagh. Est-ce que plein d'autres metteurs en scène, plein d'autres productions se seraient sinon inspirés, du moins auraient suivi cette route comme ça, où la création on ne parle plus de monstres, même pas de créatures, mais la création d'un être humain autre, d'un être humain augmenté, se fait jour, quoi. Je vois un petit peu ça comme ça, ouais. Et puis après, il y a eu tout, hein. On n'a pas parlé effectivement des parodies ou des films, des Frankenstein érotiques, etc. Oui, les parodies comme celui de Mel Brooks, Personnage qu'on met à toutes les sauces, si je peux dire, quoi. Mais ça, c'est normal, hein. Quand il y a un personnage qui marque comme ça l'esprit du public, c'est arrivé avec Tarzan, hein. Moi, je mets souvent les deux personnages un peu en parallèle parce qu'ils ont suivi à peu près le même chemin, en fait. Et ben, soit on s'en moque, soit on en fait ce qu'on veut, soit voilà, quoi. Et puis il y a d'autres films, vous allez peut-être me poser la question, où on revient sur la création du personnage elle-même, lors de cette fameuse soirée à la Villa Diodati, qui sont aussi des films très intéressants, quoi. Je peux citer La Promise, qui ouais. s'appelle Bride, d'ailleurs, de Frank Rodham, en 1985, qui est déjà assez ancien par rapport aux films qui ont suivi ceux de Kenneth Branagh. Est-ce qu'aujourd'hui, que cela soit des adaptations fidèles ou alors des libertés totales, je pense par exemple à The Frankenstein Chronicles, ou alors de revenir sur le personnage de Mary Shelley, ou alors de prendre l'idée du livre et d'en faire autre chose. Par exemple, je pense à l'avant-dernier film de, Lantimos, hein. de Lantimos, voilà, exactement, Pauvre créature. J'ai l'impression que ce qui les relie aussi, c'est une certaine violence qu'on trouvait peut-être pas forcément, peut-être une violence graphique, qu'on trouvait un peu chez Terence Fisher, mais qui s'est encore plus développée. Ce sera peut-être certainement ma dernière question. Qu'est-ce que vous pensez d'aujourd'hui, de cette manière de se réapproprier, la figure de Frankenstein? C'est-à-dire, il y a deux pistes, si on veut. Il y a ceux qui restent fidèles à Mary Shelley. Moi, je reviens toujours à Mary Shelley, Ouais. comme le Frankenstein de Bernard Rose, par exemple, en 2015. Et puis, il y a ceux qui s'en écartent de manière totale, quoi. Alors, on parle de Pauvre créature de Lantimos, moi que j'aime pas beaucoup, mais où la créature est une femme quand même. Et il y en a eu d'autres, hein. Ou alors il y a des parodies, ou alors il y a des espèces de recréations. Il y a un film, c'est plus qu'un film, c'est une série que je note aussi dans les dernières pages de mon livre. C'est Yarat Ilan, c'est un film, une série turque, hein, dont je n'ai pas noté le nom sous les yeux du réalisateur, en 2023, où on replace effectivement, dans un 19e siècle, début du 19e siècle assez sombre, une autre façon de revenir, non pas sur le docteur justement, mais sur la créature, qui passe dans un cirque, par exemple. Vous voyez, c'est une manière
Je disais que Frankenstein est mis à toutes les sauces, c'est une manière un peu primaire et vulgaire de s'exprimer, mais c'est ça en fait. Les gens, maintenant, comme on peut plus vraiment développer le texte basique de Shelley, soit en se basant sur les premiers Fisher, sur oui, les Fisher, soit sur Lowell, on s'en écarte de plus en plus, quoi. Ces deux cas, là, effectivement, Pauvre créature et Yaratelan sont très, très caractéristiques des libertés qu'on prend, peut-être un peu trop, j'en sais rien. Est-ce que c'est encore vraiment des Frankenstein? D'après Frankenstein, on peut en dire ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, j'en sais rien. Je crois que le personnage restera de toute façon, quoi. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien qui renvoie à la page dédiée de livre sur le site des éditions Leitmotiv. Je rappelle le livre Le cinéma de Frankenstein, la créature et son créateur à travers les âges et les films, pardon. C'est édité, c'est un lapsus à éditer chez les fils, c'est un beau lapsus. Ça peut dire des choses. C'est édité chez Leitmotiv et l'auteur est Jean-Pierre Andrevon qui nous a accordé une trentaine de minutes pour revenir sur je parle toujours. Vous voyez, j'en ai trop parlé. J'ai un chat dans la gorge, j'en parle toujours avec plaisir. Je vous en prie. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.